Merci Maxime Alazar d'être là parmi nous ce matin pour nous parler de ces marchés export. Donc tu es responsable Grand Compte et filières spiritueux, bière et cidre pour le conseil de Business France. Voilà. Et vin, j'ai pas, oui pardon, voilà. Je refais. Bon, donc filière vin spiritueux, bien sûr. C'est un peu important, c'est un peu fondamental. Nous sommes un peu sur un salon vin quand même. Voilà. Et donc, merci Jean-Baptiste Bancarel, bienvenue. Donc, tu es importateur au Canada, agent, et tu as créé donc les Grappes, donc, qui est une société d'importation, pour nous parler de ce marché. Merci beaucoup. Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'assister à cette conférence. Donc on a une première partie avec le Canada et après ensuite on aura la Corée du Sud. Alors pour débuter, je pense que vous connaissez Business France. Bon, toutefois, je fais une petite réclame sur mon entreprise. Donc nous en fait on est là pour on est une entreprise de conseil de public et on est là pour agir au service de l'internationalisation des sociétés françaises. Donc nous, notre objectif, c'est de soutenir, promouvoir, accompagner. Vous connaissez peut-être le VIE, je vois des étudiants qui sont au fond de la pièce, donc qui est un programme assez intéressant quand on veut débuter sa carrière, de prospecter et d'attirer. Donc on fait divers salons dans le monde, par exemple, notamment pour la viticulture. Et aussi, l'un des objectifs, c'est de valoriser l'image économique française. On a des bannières sous des pavillons, Taste France. Donc ça nous permet en fait de chasser en meute et d'être plus visible et plus présent face à nos concurrents italiens ou par exemple espagnols ou encore portugais. On a 1400 collaborateurs à travers le monde, 71 bureaux dans 53 pays et on couvre 100 pays à peu près. Également, on a un réseau en France, donc qu'on appelle la Team France Export. Donc normalement, dans chacune des régions, chacun des départements, vous avez un conseiller qui est là pour vous aider ou vous assister. Donc généralement, c'est en contactant votre CCI local. Et ensuite, Business France, concernant son réseau, comme je vous le disais, on couvre à peu près 53 pays. Donc a priori, ça représente 95% du PIB mondial. Donc voilà, dès lors que vous avez une destination à l'export, on est là pour vous aider, vous accompagner. Et comme je vous le disais, on a diverses solutions, donc des programmes à votre destination. Donc les plus connus sont les pavillons France, que vous connaissez, Provine, même si on y va beaucoup moins. On est dessus. Vous avez des Vinexpo aussi. Et on a aussi des programmes B2B qui sont plus de prospection et qui sont ciblés dans chacun des pays, qu'on appelle les Test in France. Et là, par contre, on couvre, il me semble, une soixantaine de pays. Donc c'est plutôt intéressant si jamais vous avez vraiment un pays cible, qui peut être le Brésil, l'Inde aussi, par exemple, qui vient de signer un accord avec l'Union européenne, et on organise des Test in France sur ces pays. Bonjour à tous. Donc je prends la suite de Maxime pour présenter l'agence. Donc les Grappes, une petite agence d'importation basée à Toronto, en Ontario, au Canada. Moi je suis français à la base, aveyronnais expatrié donc en Ontario depuis 10 ans. Et puis j'ai commencé avec une petite agence québécoise à prendre un petit peu les rouages du marché canadien, qui n'est pas forcément toujours facile à comprendre. Et puis j'ai créé l'agence, fondé l'agence à Toronto donc en 2020. On arrive sur la 6e année. Comme je disais, spécialisé dans la représentation donc des domaines français, avec la LCBO. Et puis donc on participe aux appels d'offres, donc le canal de distribution appels d'offres. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir avec Maxime un petit peu sur le fonctionnement de cette province. Et également, on travaille aussi avec la restauration et puis les particuliers sur Toronto, Ottawa, un petit peu partout en Ontario. C'est une petite agence, on est 3. Et puis voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on vend à peu près 50 000 bouteilles par an, beaucoup de vins français, de plus en plus de vins canadiens. Également avec ce qui se passe actuellement avec notre voisin du Sud. Plus aucun vin américain là, sur le marché canadien, donc ça a beaucoup laissé de place aux vins français et canadiens notamment. C'est ça.
Merci. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui exportent déjà au Canada ici? Non? Vous êtes tous primo? Oui? D'accord, super. Alors, le Canada, au niveau de sa carte d'identité, donc il y a moins de personnes qui vivent au Canada qu'en France. Démographie, malgré la taille du pays, on verra. Le PIB par habitant est assez intéressant, 53 000 $. Vous avez une consommation de vin par personne qui est assez élevée pour un pays grand export, 15 litres par habitant. On verra que c'est en fonction des provinces aussi, notamment la province du Québec qui consomme beaucoup plus que les provinces anglo-saxonnes. La langue des affaires, vous avez l'anglais et le français, bien entendu. Et la population canadienne est concentrée, enfin on le verra juste après sur la carte, notamment dans quatre provinces, donc l'Ontario, le Québec, Colombie-Britannique et l'Alberta. Donc qui sont les régions les plus au sud, parce qu'au nord c'est un peu plus frais, même au sud d'ailleurs. Surtout actuellement, exactement, oui, tout à fait. Alors c'est un pays qui est très bien noté par la COFAS, donc de faire des affaires au Canada, c'est stable, c'est sécurisant. Alors à noter qu'ils sont très dépendants quand même de l'économie américaine. C'est un petit peu leur thermomètre. Ils ont une dette aussi qui est très faible. Par contre, ils ont excusez-moi, j'entends un bruit. Non, pardon, excusez-moi. Ils ont par contre un besoin en infrastructure qui est assez faible. Donc ça, c'est au niveau des exportations. Je ne sais pas si tu rencontres des difficultés actuellement, mais au niveau de l'import de vin, est-ce qu'il y a des difficultés au niveau de la logistique Avec ce qui se passe avec les États-Unis ou... Oui. Non, ça n'a pas forcément changé. Encore une fois, nous, c'est vrai que le Canada a décidé de sortir, enfin de boycotter les vins américains. Mais côté chaîne logistique, avec les partenaires existants, que ce soit européens ou ailleurs dans le monde, ça n'a rien trop changé. Ouais. Ça a fait de la place, on va dire, là, pour d'autres références, notamment par exemple des pinots noirs qui étaient importés de l'Oregon ou des cabernets sauvignons qui étaient importés de Napa. Voilà, ces vins-là, on ne les retrouve plus, donc il a fallu trouver des alternatives, par exemple un peu plus enfin on le verra sur le chiffre, mais les Bordeaux, par exemple, ont pris la place, par exemple, de certains Cabernets Sauvignon de Californie. Pareil pour les Pinots Noirs de Bourgogne, ont peut-être pris un peu la balance avec les Pinots Noirs qu'on retrouvait plus de l'Oregon. Et puis, de plus en plus de vins canadiens également, des producteurs locaux. Et puis, les monopoles ont vraiment mis l'accent, notamment la LCBO, au moment d'enlever les vins américains, ont décidé de faire des appels d'offres spécifiques pour les vins canadiens. Donc au niveau des flux, il n'y a pas de soucis logistiques? Non, il n'y a rien eu de... Non. D'accord. Et également, vous avez un autre aspect qui est important, c'est que l'endettement des ménages est assez élevé. Par exemple, aussi au niveau de l'immobilier, ce n'est pas des taux qui sont fixes, comme nous, par exemple, en France, c'est des taux qui sont fluctuants. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, en fonction de la santé de l'économie globale, ça peut avoir un impact en fait, sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc ça aussi, c'est une chose importante à avoir en tête, d'un point de vue global. Le Canada, donc, c'est un pays qui est très grand, il fait 15 fois la taille de la France. Ça couvre 4 fuseaux horaires, vous avez 10 provinces, 3 territoires. Donc chaque marché, en fait, c'est pas au niveau fédéral que sont mis en place les lois, mais c'est au niveau des provinces. Donc ce qui fait que en fait, vous avez à chaque fois un marché distinct. Donc une consommation, réglementation, distribution qui va être différente. Donc, si vous ne le savez pas, donc vous avez des monopoles provinciaux qui régissent donc l'importation des vins et sa distribution. Donc, vous avez la Société des alcools du Québec, qui est donc, pour information, le premier acheteur de vin français au monde. Vous avez la LCBO en Ontario, donc qui est le premier acheteur de vin au monde tout court. Et vous avez aussi la Colombie-Britannique. Donc le Board Control Liquor, c'est District of Columbia-Britannique. Et donc là, qui est un petit peu plus petit, mais qui commence à prendre de la place et être de plus en plus intéressante. Sur le côté ouest du pays, il y a pas mal d'agences qui font un peu les deux. L'Alberta, Colombie-Britannique, c'est des provinces un peu plus ouvertes. Notamment, on retrouve des magasins privés qu'on ne retrouve pas forcément sur la côte est. Et là, effectivement, il y a un peu plus de liberté sur l'importation, notamment l'Alberta, où c'est aussi moins taxé.
un accès un peu plus simple au marché sur la côte ouest. Donc moins de population, moins de personnes qui vivent là, mais plus pour Vancouver, une grosse influence quand même asiatique. Notamment les Bourgognes, voilà, les grands crus, les choses comme ça se vendent quand même assez bien à Vancouver, car ville assez riche et puis avec une forte influence hongkongaise, chinoise dans la ville de Vancouver. Donc ces 3 provinces, ça regroupe 75% des ventes d'alcool au Canada. On a une estimation estimée de 450 millions de litres en 2024. C'est parmi les 10 pays consommateurs de vin au monde. Et autre chose donc, qui est intéressante pour nous, c'est que depuis 2017, on a l'accord CETA qui a été mis en place. Ça a permis 2 choses très intéressantes. Une, la protection de nos indications géographiques. On n'en parle pas trop, mais c'est extrêmement important. Par exemple, en Chine, on n'a pas su le faire, ce qui a posé des problèmes. L'autre chose intéressante, bien sûr, c'est la suppression des taux des taxes douanières. Également de certains taux de marge qui étaient spécifiques à certaines catégories, comme le champagne. Et donc, on estime qu'il y a eu à peu près, grâce à ça, plus 25% d'exportation depuis 2017. Alors là, malheureusement, je n'ai pas les chiffres de 2025 consolidés, mais par contre, on aura les 11 mois 2025 qu'on pourra regarder ensemble. Donc là, ça c'est plus pour vous donner une big picture sur les importations de vin au Canada. Donc en volume, le vin français, c'est à peu près 59 millions de litres importés. On a l'Australie, les États-Unis, l'Italie. Les États-Unis, à mon avis, ça a dû chuter un peu. Ça a dû un peu changer, ouais. Et on le voit d'ailleurs, puisque certaines de nos appellations, qui vont être Bordeaux, Languedoc-Roussillon, Bourgogne aussi, ont beaucoup, on verra sur les 11 mois 2025, ont pris des parts en fait au vin américain. Et en valeur, on est à 493 millions à peu près aujourd'hui. Bon là par contre, la France est quasiment dans tous les cas et dans tous les pays du monde, en termes de valeur, on est premier. Bon, vous avez surtout une grosse locomotive qui est le champagne, qui est très bien valorisé. Et vous avez aussi le Bourgogne, quand ils sont bien présents sur les marchés, qui tire un peu vers le haut. Puis après, classiquement, on a l'Italie. L'Italie, ils font beaucoup de volume, mais beaucoup moins de valeur. Les États-Unis, c'est quand même assez bien valorisé, puisqu'ils ont aussi des coûts de production qui sont assez élevés. Donc, Et puis Italie, c'est vrai que pour la partie Ontario, il y a quand même une grosse communauté italienne. Sur Toronto, à Montréal aussi. À Toronto, il y a un quartier Little Italy. Voilà, ça pousse l'importation des vins italiens. Après, en termes de valeur, c'est vrai qu'il y a aussi des jolies régions comme Barolo, Brunello, des crus assez onéreux qui sont achetés par des collectionneurs et des restaurants. Une forte influence. Et justement, c'est plutôt bien retranscrit sur cette charte. Donc on voit que le champagne, avec des petits volumes, a une grosse valorisation. Des autres régions qui ont une belle place, c'est la vallée du Rhône, Bordeaux, Bourgogne. Et après ensuite, on a Val-de-Loire, Languedoc-Roussillon aussi qui suivent et qui sont des références intéressantes puisque elles matchent en fait avec des comportements de consommation nouveaux. Notamment le Languedoc-Roussillon, je pense que c'est un vignoble assez innovant. Et pour le Val-de-Loire, c'est son offre en blanc aussi, avec de la fraîcheur qui fait la différence. On le verra après, on a fait un peu une étude des études des consommateurs sur les comportements au Québec. C'est intéressant de voir que c'est ces produits-là qui aujourd'hui intéressent en tout cas une majorité des consommateurs canadiens. Alors attention, donc ce tableau peut faire peur, mais donc ça c'est ce que nous fournit les douanes. Enfin en tout cas on les retranscrit. Donc là, ça parle des AOP tranquilles au Canada. Alors je ne sais pas trop par où commencer, mais en tout cas en ce qui concerne les vins effervescents et champagne, ça marche très bien. Et même plus globalement dans le monde, ce qui va être crémant, ce qui va être mousseux, c'est vraiment ce qui est tendance et qui fonctionne. Après, au niveau des régions, comme je vous le disais, on a Bordeaux qui a fait un beau score cette année, certainement en substitution, à mon avis,
des vins de la Napa. Oui. Enfin, je ne sais pas si tu as un commentaire éventuellement. Oui, non, c'est vrai, Bordeaux, c'est vrai que pendant beaucoup de temps, on entendait, il y avait ce côté un peu Bordeaux bashing, un peu voilà, les gens qui voulaient éviter les Bordeaux, que c'était un peu élitiste, un petit peu. Et je pense qu'on y revient quand même à Bordeaux. On trouve des rapports qualité-prix, on trouve des vins qui sont prêts à boire. Un petit peu sur des millésimes décalés. Moi, je sais qu'on en importe quand même de plus en plus, notamment sur des seconds vins grands crus, sur des choses des 2015 avec presque 10 ans d'âge, des choses comme ça. C'est des choses que la restauration, notamment, aime beaucoup. Où en fait, de nos jours, c'est vrai que les gens ont de moins en moins dans les grandes villes d'espace de stockage. Ils n'ont pas forcément des caves. Les restaurants, mais il y a quand même une certaine pression financière, que ce soit par le loyer, par l'endettement qu'ils ont. Donc, ils n'ont pas forcément le temps d'acheter des vins et puis attendre 5 ans ou 10 ans avant de les commercialiser. Donc, tout va quand même plus vite. Et la consommation, ils ont besoin d'avoir des vins qui sont buvables rapidement. Donc Bordeaux a cette capacité forcément à vieillir et offre des super rapports qualité-prix sur ça. Et encore une fois, par rapport aux États-Unis, c'est vrai que ça a compensé un petit peu le manque de Cabernet Sauvignon sur cette catégorie-là. D'ailleurs, j'avais une question pour toi. Je me demandais si l'effet... on sait que dans les périodes de crise ou de tension de pouvoir d'achat, les gens se rétractent plutôt sur les marques. Ouais. Est-ce que justement, ça fait aussi un peu partie de ça? Parce que quand on voit le Languedoc-Roussillon, par exemple, on voit qu'il est plutôt en baisse. Donc, est-ce que par exemple, le Languedoc-Roussillon, c'est reconnu par rapport au Bordeaux? Est-ce qu'on voit que le Bourgogne fonctionne très bien aussi? Oui. Le Val-de-Loire, je pense que c'est plus l'offre de blanc qui fait la différence. En Sancerre, certainement, oui. Mais est-ce que justement cet aspect, confiance dans la marque marche? Oui, je pense que oui, c'est sûr, ça a son importance. Et puis, peut-être le Languedoc-Roussillon est encore une région. Bon, moi, encore une fois, je parle pour l'Ontario parce que je connais plus ce marché-là. Le Québec est certainement différent. Il y a quand même une connaissance différente des vins français au Québec. Donc c'est un peu à part, on va dire, du Canada, un marché un peu spécifique, mais c'est vrai que le Languedoc est peut-être moins connu, on va dire, sur la partie anglophone, c'est connu, mais voilà, il y a moins cette connaissance vraiment des crus du Languedoc. C'est par définition beaucoup d'assemblage dans le Languedoc, donc c'est vrai que ce côté plus anglo-saxon qui identifie beaucoup les vins sur les cépages. Moi je sais qu'on a un vin du Languedoc qui marche très bien vers Limoux, c'est un pinot noir, 100% pinot noir. Les gens ils listent un pinot noir français et c'est pas, ils identifient pas Limoux, admettons, ou IGP Pays d'Oc comme c'est vraiment le cépage qu'ils achètent. Ouais, donc c'est vrai qu'on peut retrouver aussi des appellations fortes comme Côte-du-Rhône, comme Bordeaux, comme on revient sur la Bourgogne, Chablis. Les gens achètent soit un cépage ou bien une appellation un peu forte, on va dire, comme Bordeaux ou Côte-du-Rhône qui est reconnue par leur clientèle. Donc c'est vrai que peut-être le Languedoc, qu'on y entend un peu plus incertain, les gens se repartent un peu sur des valeurs qu'ils connaissent, des choses faciles à identifier et puis où il y a moins de risques entre guillemets pour la vente. Ouais. D'ailleurs, j'avais lu une étude américaine qui disait que, en tout cas nord-américain on va dire, et que la plupart des gens en fait achètent un produit parce qu'ils l'ont déjà goûté et c'est pas par exemple ce qui va être elle-même, ça passe même avant le prix quoi. Donc c'est assez intéressant. Donc tout ça pour en revenir au Canada, en tout cas sur les AOP, on a vraiment une bonne dynamique. Donc sur les blancs, on est à plus 13% de valeur, on est à plus 4% en volume, et sur les rouges, on est aussi à plus 2,5% de valeur et 2,5% en volume. Également, on voulait aussi vous montrer les IGP. Là, par contre, il y a une baisse, notamment sur les pays DOC, Languedoc-Roussillon. Donc, il y a une petite inflexion sur ces marchés-là. Par contre, après, sur le total des vins au Canada, c'est quand même très positif parce qu'on est à plus 6% environ de valeur et plus 4,5% en volume. Et je pense que, vu les tensions géopolitiques qu'il y a encore entre les Américains et les Canadiens, ça peut être bénéfique pour nous et leur image, en tout cas, auprès des Canadiens, je pense, des Américains, est à mon avis durablement affectée. Donc, ça pourrait être intéressant pour les exportateurs. Et je vois qu'on a une question. En fait, pour résumer, ce qui est acheté, c'est une appellation porteuse renommée. Pardon. Merci.
Donc en fait, pour résumer, vous dites que ce qui s'importe le mieux, ce sont les appellations les plus renommées françaises, donc Bordeaux, Bourgogne, Loire, on va dire, les blancs, monocépages. Et moi j'ai une question, c'est le titre alcoométrique. En fait, je voulais savoir le pourcentage. Est-ce que aussi, comme dans le marché français, on le constate actuellement, les vins qui sont en dessous de 13% volumique se vendent beaucoup mieux que des vins qui font 15%. Donc ma question est la suivante. Selon les provinces, est-ce qu'on a exactement les mêmes attentes que sur le marché français ? Merci. Il y a quand même une tendance assez globale, oui, sur le style de vin consommé, une clientèle un peu plus jeune, de plus en plus jeune, on va dire, qui fait attention à sa consommation, des styles de vin un peu plus frais, des choses, un peu moins alcoolisées. Après, c'est sûr qu'il y a quand même, il reste quand même une part du marché où c'est, disons, il y a des restaurants, des steakhouse, des choses, spécifiques qui vont rester sur des styles de vin plus puissants. Et de manière générale, l'Amérique du Nord a un petit peu ce palais où, effectivement, avec les vins de Napa, avec les Cabernet Sauvignon, les choses comme ça, ont l'habitude de boire des choses plutôt puissante et assez structurée. Qui est en train de disparaître. Oui, c'est ça, mais ça évolue avec une nouvelle génération qui arrive, avec des vins un peu plus digestes, des choses un peu plus basses en alcool. C'est vrai, on observe effectivement et on retrouve de plus en plus de wine bars, de choses comme ça, qui justement se spécialisent sur un peu plus des choses, un peu plus dans l'air du temps et puis sur ce style de profil. Ouais, c'est vrai que les Nord-Américains, ils sont rentrés dans la consommation de l'alcool par des vins de la Napa. Donc qui étaient des rouges avec le style un peu bordelais d'époque, on va dire, et des blancs qui étaient donc vieillis dans des fûts bien vanillés. Ce qui fait qu'on a des vins qui avaient des profils très différents. Et en fait, depuis l'année dernière, par exemple, il y a plus de millennials que de boomers aux États-Unis. Donc ça veut dire que en fait, il y a un shift générationnel qui est en train d'arriver. Et que donc, la Napa, là, en ce moment, ils sont vraiment en train de subir ça de plein fouet, puisqu'ils n'ont pas, eux non plus, su s'adapter. Ils ont coupé des grappes sur vigne, tellement il n'y avait pas de marché. Et donc, ça, c'est vrai que c'est une donnée intéressante à avoir en tête, c'est que là, on est en train de changer au niveau des générations. On a des jeunes générations qui consomment moins, consomment moins de vin. Ils essayent plus de choses, en fait. Et également, en effet, ils vont se diriger sur des profils plus vifs, plus aromatiques, plus frais. Et aussi, la consommation du vin a tendance à se féminiser également. Les femmes consomment plus de vin, quasiment, sur les jeunes générations, que les hommes. Donc oui, il y a en effet des mouvements qui sont intéressants à observer et qui sont à prendre en compte aujourd'hui lorsque vous élaborez votre offre et que vous travaillez votre produit. Je ne sais pas si on répond bien à votre question. Super. Donc au niveau des profils de consommateurs au Canada, c'est toujours le Québec qui est leader avec presque 35% de la consommation. Toutefois, l'Ontario va bientôt les dépasser. Les autres, comme je vous le disais aussi, les autres régions sont aussi à considérer. La Colombie-Britannique et l'Alberta, vous êtes à 14 et 8% respectivement. La consommation par habitant au Québec se rapproche d'une consommation européenne, donc avec 22,3 litres par habitant. Donc c'est vraiment intéressant. Et la Colombie-Britannique est à 14 litres et l'Ontario, ils ont plus d'habitants, donc c'est pour ça, mais ils sont à 12 litres. Voilà. Au niveau des prix, on est un petit peu plus élevé en Ontario, mais ça s'explique par les taxes. On verra le cost breakdown tout à l'heure, mais ça s'explique majoritairement par ça. Et on est sur des prix moyens, on va dire entre 16 et 18 $. Donc ce qui correspond à 4,50 €, 5 € hors taxe en prix des parchets, à peu près. Même un peu moins. Un peu moins. Ouais. Ah, bon. Oups. 4 €. J'ai fait le calcul ce matin. Moi, j'espère que ce que j'ai mis est bon. Alors. Oui, le taux de change, c'est vrai qu'actuellement, le taux de change n'est pas très très bon là, avec oui, l'euro et le Canada. Là,
comme tu disais au début, l'industrie canadienne est très indexée sur l'industrie américaine et avec les taxes, ça a beaucoup affecté l'économie canadienne et donc du coup, le dollar canadien est pas mal indexé sur le dollar américain. Et forcément, là, voilà, ça a pris un bon coup et l'euro est quand même assez fort, donc là, on doit être à 1,6 ou 1,62, Ouais. un taux de change. Donc oui, ça nous fait acheter des vins plus chers, du coup, vu que quand on importe de l'Europe en euros. Ouais, non, il y a beaucoup de monnaies qui sont dépréciées. D'ailleurs, on le verra sur la conférence d'après en Corée du Sud. C'est aussi c'est un vrai facteur aujourd'hui. La dépréciation de la monnaie, ouais, c'est très compliqué. On voulait faire un petit focus consommateur notamment sur le Québec. Donc, ils sortent chaque année un rapport en fait qui est intéressant, qui est accessible d'ailleurs sur leur site, et ils vous expliquent un peu voilà, comment se comporte le consommateur québécois. Donc, depuis ces 5 dernières années, on a eu une croissance continue, mais là, ça y est, cette année, ça a stagné, voire chuté. Il y a un véritable arbitrage des consommateurs qui est en train d'être fait. Donc, c'est vraiment soit les vins à petit prix qui vont être favorisés, donc à environ aux alentours de $12, et également soit les vins très chers qui vont plus faire office de cadeau ou de petits plaisirs quand on va, par exemple, manger au restaurant. Également sur les... alors c'est un peu paradoxal, mais les consommateurs se tournent plus sur des produits de qualité reconnus, et aussi l'autre tendance qui est aussi manifeste un peu partout dans le monde, c'est la consommation du vin au verre. De plus en plus, les gens choisissent le vin au verre. Donc quand on réfléchit son produit, c'est intéressant. Ou par exemple de la manière dont on va le présenter à un prospect, ça peut aussi être intéressant de parler de l'aspect vin au verre et de voir ce que ça peut rapporter en fait en matière de marge, quoi. Oui. C'est sûr qu'en termes de volume, c'est là où beaucoup le volume se fait quand on est au verre dans un restaurant. On sait un petit peu les prix, les coefficients qui sont pratiqués par les restaurateurs. Donc on peut dire, voilà, on vend ce vin-là à $20, vous pouvez vendre le verre à entre 13 et $16, souvent ce qui est le cas. Et puis voilà, arriver à avoir une jolie offre au verre intéressante. Et comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent au verre parce que c'est vrai que c'est quand même assez cher le vin, c'est très taxé au Canada. Donc le prix d'une bouteille, c'est rare de trouver quelque chose, voilà, du moins à Toronto, en Ontario, à moins de 60-70 $ la bouteille. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas non plus tout le monde qui peut se le permettre entre guillemets. Donc c'est ça, il y a une bonne consommation au verre. Les gens aussi font attention à leur consommation, que ce soit pour conduire, un peu comme en France, comme partout dans le monde, j'imagine, où les gens font attention à leur consommation et puis préfèrent un verre plutôt que partager une bouteille. Tout à fait. Dans les choix des Québécois, c'est toujours le vin qu'ils préfèrent, donc notamment lorsqu'ils se rendent en succursale, donc à hauteur de 71%. Et ensuite, concernant donc les ventes par catégorie et par couleur, c'est toujours le rouge qui est favorisé, donc à 50%. Le blanc suit 44%, mais il est en progression. Moi, je pense que le blanc, à terme, va surpasser le rouge, à mon avis. À voir. Et comme je vous le disais, les vins sont toujours ceux qui sont le plus achetés au sein des succursales de la SAQ. Et ça aussi, je trouve intéressant de le mettre en avant. Ils font aussi des pastilles de goût. En fait, ils interrogent leurs consommateurs pour savoir quel type, quel personae, on va dire, de vin ils préfèrent. Et du coup, pour la première fois, c'est le vin blanc qui est passé devant, fruité et vif, qui est passé devant les vins rouges aromatiques et charnus. Donc ça montre qu'il y a un peu un changement au niveau de ce que recherchent les consommateurs, au niveau non seulement de la couleur, mais aussi au niveau du profil aromatique de vin. Et en effet, comme on le disait tout à l'heure avec Madame, on se dirige de plus en plus soit vers des vins souples, légers, fruités, pour les rouges, et sur les blancs, plutôt sur du vif, de l'aromatique, des choses assez identifiables rapidement. Le chardonnay reste par exemple toujours très répandu, très connu, mais tout ce qui va être sauvignon, je suppose... peut-être, je ne sais pas si tu as d'autres profils aromatiques, mais c'est ce qui est assez identifiable et facile à reconnaître par un consommateur, quoi. Oui, non, c'est ça. On est dans cette, encore une fois, cette logique sur. C'est Ontario,
Québec, je pense qu'il y a un peu de différence, mais c'est vrai que sur des vins de cépage ou des Chenin blancs de la Loire, des Sauvignons blancs, c'est ça, des Viogniers aussi, on voit un petit peu en monocépage, des choses comme ça, ça plaît bien, ouais. Moins vif. Moins vif, mais... Okay. Au niveau des tendances globales sur 2025, je pense que je vais surprendre personne. On est toujours sur de la modération. On en parlait tout à l'heure de l'innovation, des produits de niche, un peu exclusifs, en tout cas pour rentrer sur des nouveaux marchés. Et également sur la responsabilité, où les consommateurs font de plus en plus, tout du moins, plus en plus attention à leur santé autour de l'alcool. Donc on est toujours sur des vins tranquilles qui sont privilégiés à la dégustation. Également, ça me coûte d'en parler personnellement, mais les vins sans alcool marchent bien. Et les vins aussi à faible teneur en alcool. C'est vraiment les deux segments aujourd'hui les plus dynamiques au Canada. Oui. Non, sur l'Ontario, on voit vraiment il y a une demande de ce style de produit. Il y a des appels d'offres mis en place par le monopole pour référencer des vins sans alcool, des vins bas en alcool. Il y a quand même une habitude de consommation. La bière est assez forte en Ontario, sur les provinces anglo-saxonnes. Il y a un gros marché bière, beaucoup de producteurs, des marques assez fortes. Et cette habitude de consommation en canette, on le retrouve quand même, qui peut être parallèle, identifié aussi sur des vins sans alcool, des seltzer notamment. Seltzer est un gros marché. Les ready to drink. Ouais, c'est ça, RTD, exactement. Donc ça a pris vraiment une importance assez notoire sur les dernières années. Ouais, exactement. Donc c'est surtout, comme le montre, sur les évolutions démographiques, les 19-24 ans, ils sont passés d'une consommation quotidienne de 9% en 2017 à 5% aujourd'hui. Donc il y a une véritable baisse. Et aussi, ce qu'ils aiment bien, c'est découvrir des nouvelles choses, des nouveaux produits. Un peu s'émanciper finalement en fait des générations d'avant, et donc ce qui fait qu'ils vont être portés par des produits un peu particuliers. Alors, comment ça s'appelle le truc, en forme de boule, White Claw ou les produits en forme de boule là, qui sont assez répandus. Je me souviens plus. Peut-être que quelqu'un connaît dans l'audience, non? Parce que c'est pas très répandu en France, c'est vrai qu'on n'est pas trop hard seltzer. Alors je retrouverai le nom, ça va me revenir. Mais en tout cas, voilà, les millennials, la génération Z, c'est les générations qui vont consommer beaucoup moins de vin. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Par contre, là où c'est intéressant au niveau de la génération Z, la génération des millennials, c'est qu'il y a plus ce côté de responsabilité qui est ancré chez eux. Donc ce qui fait qu'ils vont aller rechercher des emballages alternatifs, ils ne vont pas être freinés par ça. Également, les emballages légers aujourd'hui sont très importants. Il me semble que dans tous les plans des monopoles mondiaux, donc on peut citer les monopoles nordiques, les monopoles canadiens, ils vont mettre en place des plans en fait pour réduire leurs émissions carbone. Donc d'ici à 2030, une bouteille qui respectera pas un certain poids, ça sera retopé, vous ne pourrez pas entrer sur le marché, quoi. Donc ça aussi, je pense que c'est à prendre en compte. Il me semble que les verriers font beaucoup d'efforts en ce moment pour vous proposer des alternatives. Donc ça va avoir un impact, je pense, certain. Et bien sûr, l'aspect bio est très important. Alors, n'est pas forcément connu de tous, mais je pense qu'il y a un effet, d'être un peu professeur, d'expliquer toujours quelle valeur ajoutée en fait apporte votre produit, et notamment aux consommateurs. Et c'est plus compliqué à l'export, c'est plus facile à valoriser en onotourisme, par exemple. Mais de donner des clés, des outils, ça peut toujours être intéressant. Je crois qu'on a une question, madame. Moi, j'ai une question concernant justement le label bio. On a différents labels, EcoCert, Déméter, etc. Vis-à-vis du marché américain, on n'a pas le même cahier des charges pour du bio aux États-Unis comme le bio qu'on nous demande en France. Ma question est la suivante. Au Canada, est-ce que c'est la même chose ? Il y a des équivalences, oui, c'est ça. C'est reconnu, EcoCert est reconnu. Je crois qu'ils sont au Canada, EcoCert, je crois qu'ils certifient aussi au Canada, pas forcément dans le vin.
Il y a d'autres organismes, mais ils certifient la nourriture, il me Ouais, semble. bien Ils sont sûr. implantés au Canada. Ouais, puis l'accord CETA a beaucoup facilité les choses, surtout. Oui, c'est pour la reconnaissance. Donc il y a quand même des reconnaissances officielles pour Déméter, pour Biodivin, je pense aussi, on peut Semble le aussi, faire ouais, valoir. en effet. Et EcoCert. Alors, on en parlait au début. C'est vrai qu'il y a un petit peu de... Voilà, il faut remplir certains documents. Il faut, pour justement par exemple, donner le certificat, montrer au gouvernement, effectivement, telle ligne correspond à tel vin sur tel millésime qui a été récolté. Voilà, c'est assez poussé. Et puis, il faut remplir des formulaires. Mais effectivement, une fois que c'est fait, on peut tout à fait le faire valoir. Je me permets juste de rajouter, effectivement, c'est la réglementation bio européenne qui est reconnue équivalente à la réglementation canadienne, donc dans les deux sens. Et après, EcoCert, en France ou en Europe, est un des organismes de certification qui vous contrôle sur le règlement bio européen. Voilà. Donc si vous êtes chez quelqu'un d'autre, c'est pareil. C'est la réglementation, c'est la certification bio européenne qui est reconnue. Voilà. Par contre, si vous parlez du marché américain, là, c'est une toute autre histoire. Avec l'USDA, déjà, c'est très compliqué. Vous pouvez vous faire retoper votre marchandise à la moindre erreur. Donc, c'est catastrophique. Et les importateurs, de toute façon, ne veulent pas prendre de risques. Dernière raison, le consommateur américain, je ne sais pas quoi dire, mais voilà, il n'est pas très éveillé à ça. Voilà. Vous savez, là-bas, le bio, c'est un concept. Il y a peut-être 2-3 Californiens pour qui ça importe. Mais concrètement, le bio, c'est très reconnu en fait dans des pays qui sont sensibles. Donc vous allez avoir la France, l'Allemagne, les pays nordiques et d'autres pays, notamment asiatiques. Je pense au Japon aussi, où ils vont être sensibles à ça parce qu'ils sont très techniques, ils aiment les beaux produits. Et le marché canadien aussi, parce qu'il y a une emprise française qui est présente, quoi. Mais en gros, le bio, ça s'arrête un peu là, j'ai envie de vous dire, malheureusement. C'est vraiment les zones principales où ça a un impact, où ça résonne, quoi. Mais un Américain, il regarde pas un label, quoi. Enfin, il sait déjà pas où se situe Paris sur une carte. Donc non, mais c'est pas contre eux. Hein. Ils sont très auto-centrés sur eux-mêmes, donc ils n'ont pas cette vision globale des choses, quoi. Après, on peut observer aussi. Non, je ne suis pas américain. Je suis canadien. Mais on observe quand même un petit peu de différence sur le Canada. La SAQ, ces dernières années, a beaucoup mis l'accent sur le bio et sur les appels d'offres. Énormément, je crois que tu en as un peu plus tard. Oui, tout à fait. On voulait vous montrer un plan d'assortiment de la SAQ pour cette année à venir. C'est très focalisé bio, nature, même ils sont très spécifiques sur ça. Ils sont vraiment. Et oui, ils demandent. Il y a carrément des cases qui vous disent on cherche du vin biologique dans l'appellation Pomerol, Margaux, Saint-Estèphe. C'est très précis. On cherche du vin nature, Gamay et Pinot Noir. Donc eux, en fait, ils sont très spécifiques dans ce qu'ils recherchent, quoi. Donc en tout cas, alors, il me semble que est-ce que c'est le cas? Oula, je fais n'importe quoi là. Qui est moins le cas peut-être, oui, sur moins le cas pour l'Ontario que sur les autres provinces. Voilà. Alors c'est vrai que rarement on va le voir de temps en temps, mais rarement on voit la LCBO demander, référencer des vins bio. On peut le mettre au niveau des soumissions. Il y a une case effectivement bio et puis on met la différence bio, biodynamie ou autre. Mais c'est moins un facteur décisionnel, on va dire, pour les acheteurs, je pense. En magasin, ils identifient. Certains magasins, il y a à peu près 800 magasins en Ontario du gouvernement. Donc, il y a, en fonction de la taille du magasin, il peut y avoir une section bio, Organic Wines, et à ce moment-là, il identifie. Et puis voilà, c'est plus là le travail du conseiller en vin dans la boutique de créer un petit peu sa gamme bio s'il le veut, mais voilà, c'est un peu un facteur moins important pour les acheteurs, je pense, au niveau du référencement du monopole. Oui, alors que la SAQ, eux, vraiment, c'est demandé, quoi. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ton métier d'agent? On est un peu sur cette slide. Oui, donc on va parler sur marché Fragway. Donc encore une fois, on revient un petit peu sur différentes provinces, différents fonctionnements. On trouve des similarités sur les différentes provinces.
Sur le fonctionnement, il y a les 2 canaux de distribution, on va dire. Donc, il y a la partie appel d'offres, où là, ça va être distribution en magasin. Donc, comme je disais, la LCBO, environ 800 magasins. La SAQ, je ne sais plus combien, peut-être 400 ou 500 magasins. Ouais, il y en a 700 magasins en Ontario, 688, ça a dû augmenter, puis 400 à la SAQ. Donc là, en fait, c'est les acheteurs de chaque monopole qui décident de référencer. Et puis, tous les 15 jours, en Ontario, il y a des nouvelles références. Il y a différents types d'appels d'offres. Ça peut être des petits volumes sur des vins plus prestigieux, on va dire, quand même pas mal basés sur les notations, les médailles, la presse internationale, notamment anglo-saxonne, on va dire, plus sur l'Ontario, comme Decanter, Wine Enthusiast, Wine Spectator. Après, Les notes ont de l'importance? sur le marché appel d'offres monopole, c'est un peu la manière dont ils achètent les vins quand même, oui, ça a son importance. Et d'ailleurs, à noter qu'aujourd'hui, c'est plus facile, par exemple, à Wine Spectator de soumettre ses produits. Avant, il fallait être distribué sur le marché américain. Et là, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez soumissionner sans y être forcément présent. Donc, il y a eu un relâchement au niveau de ce qui est bien. intéressant. Ouais, non, c'est bien parce que ça peut permettre de se faire référencer. Ben, c'est ça qui est un petit peu difficile, et c'est un peu le retour aussi que j'avais des producteurs. C'est vrai qu'on ne peut pas se faire noter si on n'est pas sur le marché, mais on ne peut pas rentrer sur le marché si on n'est pas noté. Donc c'est un peu compliqué. Ça a changé. Donc l'Ontario est comme ça. La SAQ, au niveau des acheteurs SAQ pour les vins français, du moins, c'est beaucoup plus pointu. Il y a des acheteurs par région au Québec, alors qu'en Ontario, l'acheteuse achète pour la France. Je crois que la SAQ, il y a 3 acheteurs, il me semble, sur la France. Donc c'est quand même beaucoup plus focus, et ils achètent beaucoup plus de vins français. Et ils regardent quand même moins les notes. Il y a une importance de notes, mais c'est moins pris en compte. Donc ça, c'est ça. Après, donc sur la partie appel d'offres, c'est des process quand même assez longs. À peu près tous les maintenant 2 mois, la LCBO envoie les listings, les appellations qu'ils recherchent pour les prochains mois. Il y a des dates, c'est assez bien organisé. Il y a des dates auxquelles on sait qu'il y a les soumissions. Il faut remplir pas mal de documents. C'est beaucoup les informations techniques sur les vins qu'on veut soumettre, que ça va des dimensions des caisses, au degré d'alcool, aux assemblages. Prix, bien sûr, volume, c'est toujours un petit peu les mêmes informations qui sont demandées. À ce moment-là, on soumet. Souvent, dans le mois qui vient, on a un retour pour savoir si les vins sont sélectionnés pour dégustation. Donc, il y a une présélection papier qui est faite sur certaines catégories. La LCBO peut recevoir jusqu'à 1000, 2000 offres facilement. Ils en sélectionnent peut-être 5%, parce que c'est quand même très limité. Et puis après ça, les vins qui sont acceptés à la dégustation, il y a une demande d'échantillon. Souvent peut-être 2-3 semaines, et puis la dégustation, on a vraiment toutes les dates butoirs, les timings et communiqués de la part des monopoles, donc on sait à quoi s'en tenir. Et puis suite à la dégustation, voilà, le monopole nous fait un retour sur effectivement s'ils achètent ou pas. Et puis les volumes, c'est des marchés quand même, encore une fois, qui prennent du temps. Une fois que le LCBO va nous dire effectivement on prend 600 bouteilles de cette référence, il nous donne la date de mise en marché qui est souvent 6 mois à 1 an plus tard, quoi. Donc c'est voilà, entre la date du dépôt de l'offre jusqu'à la commercialisation dans la province, il peut y avoir une année qui s'est écoulée. Oui. Ouais, donc c'est des délais qui sont assez longs. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte si vous voulez débuter au Canada. Ça va pas être un chiffre d'affaires direct, je dirais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des paiements, ils sont très rapides, c'est 30 et 45 jours. À réception, oui, à réception de la commande. Donc ça correspond plus ou moins à la date de mise en marché sur la province. Et si vous tournez bien, ça vous fait un revenu régulier. Alors toutefois, par contre, il faut que ça sorte, quoi. C'est ça, il y a un petit peu la pression d'un turnover rapide. Donc, comme je disais, tous les 15 jours, il y a de nouvelles références. Donc en fait, la place sur les étagères est forcément limitée. Donc quand on sait qu'il y a tant de nouveaux vins qui arrivent dans 2 semaines, il faut que les vins, qui aient un roulement assez rapide, ils nous donnent souvent 2 mois pour vendre 75% du lot qui est acheté. Souvent, c'est ça. Et ils se gardent l'option de mettre malheureusement un rabais sur
les vins si c'est pas assez bien vendu. Après, c'est à l'agent de faire le travail de promotion et puis de s'assurer que les vins se vendent, contacter les succursales, communiquer sur les vins qui sortent et puis voilà, s'assurer que ça se vende bien et dans le temps imparti. Mais la LCBO se garde voilà, ce droit-là qui est assez frustrant des fois, là, chose que fait pas la SAQ. Et justement, en tant qu'agent, qu'est-ce que tu attends de la part d'un producteur pour t'aider, t'assister? Oui, c'est ça. Il y a pas mal d'aides qui peuvent être faites, que ce soit des appels aux succursales, que ce soit on peut organiser des rendez-vous, des choses comme ça en meeting, en visio, des visites marché, bien sûr, ça nous aide énormément. Venir, admettons, vous savez qu'il y a une date de lancement dans 6 mois. Vous prévoyez un voyage pour venir faire une visite, je sais pas, d'une dizaine de succursales. On tourne ensemble, on va voir les conseillers en vin, on fait goûter les vins. Voilà, c'est quand même ce travail d'éducation et puis c'est ça, un peu d'impact sur le terrain qui est quand même assez important. Bon, on comprend que voilà, tout le monde est très occupé. En fonction du temps de l'année, il y a aussi des choses à faire au vignoble. Il y a, voilà, l'emploi du temps et peut être serré des fois, mais c'est vrai que ça nous aide beaucoup à promouvoir les vins. Merci. Et au niveau donc de la SAQ, on est dans un cadre plus ou moins similaire à la LCBO. Donc il y a des petites variations, bien entendu. Mais voilà, pour vous dire qu'on est à peu près sur les mêmes fonctionnements. Et là où il faut être rassuré, je dirais, c'est que c'est vraiment l'agent en fait, qui va vous accompagner dans les démarches. Parce qu'en fait, c'est vraiment le métier en fait, d'agent qui est à mettre en avant. Et d'ailleurs, on va pouvoir revenir aussi au prix, puisque je crois que dans 5 minutes, on va devoir s'arrêter. Peut-être pour vous montrer un peu une structure des coûts. Donc en gros, quand vous vendez, alors j'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai fait le calcul ce matin, tu as pris 4 euros. Je crois que j'ai pris 5 euros. J'ai fait le calcul avec un taux de change aujourd'hui. Je crois que le vin sort sans marge, à 5 euros départ. On sort à 21 $. Ah oui. Sans marge, sans rien. Donc avec une marge, une marge agent, on va dire, ça va sortir à 23. Les caisses de 6, caisses de 12 a son importance. Je regardais la différence également. En caisse de 6, on va être 2 $ plus cher. Caisse de 12, donc voilà, sur un calcul en caisse de 6, on va sortir à 23. Sur un calcul en caisse de 12, on va sortir à 21. Ce qui peut avoir son importance, voilà, si on veut être un peu compétitif, par exemple, si on est à 21 en caisse de 6, ça vaut le coup de faire l'effort de passer en caisse de 12 et admettons d'être à 19 ou en dessous les 20 $. Donc c'est ça. Ouais. En gros, peu ou prou, hein, on double. En gros, quand vous partez à 4-5 euros, vous doublez, on va dire, peut-être même un peu plus, le prix, en tout cas, d'importation jusqu'au monopole. Et après aussi le prix final en rayon. Voilà, quand vous vendez à 4 euros, donc là, si je réfléchis bien par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que tu es plus aux alentours des 18 $. Quoi. Enfin, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, okay. Donc vous avez les divers coûts d'importation, de logistique. Après, vous avez la taxe qui s'applique, vous avez des frais de gestion, vous avez des taxes spécifiques, notamment environnementales, qui peuvent s'appliquer. Ça dépend. Le SAQ, c'est plus élevé que la LCBO. Et vous avez aussi, par exemple, parfois aussi des coûts d'exploitation des magasins. Enfin, en gros, ça va concerner la distribution. Et aussi, vous avez une TVA qui est différente aussi en fonction des provinces. Moins élevée que chez nous, d'ailleurs. 13% en Ontario, 15% au Québec. Voilà. Et aussi, on voulait vous montrer donc en restauration à peu près à quel prix c'est vendu. Donc, peut-être que tu peux nous donner plus de détails, toi. Donc, pour la restauration, on n'a pas trop parlé de ce canal-là de distribution qui est l'importation privée au Québec ou bien le consignment en Ontario. Là, c'est plus la volonté de l'agence de dire effectivement, on veut avoir un portfolio, on veut proposer des vins à nos clients. À ce moment-là, tout est quand même acheminé par le monopole. Vous recevez la commande du monopole, vous êtes réglé par le monopole. Par contre, nous, en tant qu'agents, c'est nous qui sommes responsables de vendre les vins à nos clients. Donc, on rachète les vins au monopole avec le même markup, avec la même calculette de prix. Et à ce moment-là, on organise la livraison et puis la facturation à nos clients restaurateurs ou bien privés.
une structure de coût. Alors, par exemple, voilà, sur ce vin, en disant départ à 5 €, on va racheter donc à 20 $ du coup au monopole. On va le vendre peut-être 23, 24 $. Nous, on a les coûts de livraison à nos clients. Il faut bien sûr faire la promotion sur le marché, échantillonner, etc. Et le restaurant, s'il rachète environ c'est ça, 25 $, lui, souvent, il fait x3. Donc, pour un vin qui sort à 5 € au départ, on va le retrouver sur table à dans les 75 $. Et c'est ça qui est impressionnant en fait. C'est que vous vendez votre vin à 5 € et il sort à 70-80 $ au Canada, quoi. Ouais. Et encore, c'est pas le pire. Non, j'allais dire, j'ai un vin qui marche très bien, genre on le vend 20 $. Des fois, ça nous arrive de le revoir à 100-120 $ sur les tables. Là, ça part à 3,50 de France. Là, c'est Donc c'est une chose aussi à savoir. C'est même intéressant pour vous si vous vendez sur un marché export de demander, si vous le pouvez, à votre distributeur, votre importateur, de voir où est-ce qu'il revend ça. Comme ça vous permet de voir aussi les prix qui sont pratiqués. Et après, éventuellement, de peut-être ajuster, parce que c'est vrai que quand il y a ces écarts-là, je sais pas si c'est un impact, mais il y a quand même une grande différence, quoi. Non, oui, ça fait pas. C'est pas normal. C'est pas. Bon, après, malheureusement, nous, c'est les clients là. On va pas aller leur dire. On essaie de leur dire, voilà, c'est vendu dans ces prix-là, dans les autres restos. On essaye un petit peu de les guider. Après, malheureusement, c'est le client là qui prend toujours. Le restaurateur qui choisit ces prix-là. Donc, j'imagine que c'est pareil en France de toute manière. Je ne sais pas. je ne me prononcerai pas. En tout cas, pour terminer, on voulait aussi donc pour le vin bio, en fait, je dirais que c'est assez simple sur ce marché puisque ça émane de demandes d'appels d'offres. Donc là, c'est ça qui est intéressant. Peut-être au niveau de la LC Bio, c'est différent, mais toutefois, je pense qu'avec si on travaille avec un agent qui est un peu spécialisé ou qui a cette sensibilité, il va être capable de réexpliquer les bénéfices du produit. Et en tout cas, la SAQ, c'est extrêmement cadré, c'est réglementé. Donc, si vous avez du vin bio, comme je vous l'ai montré précédemment, lorsque vous allez voir le plan d'assortiment, les projets à venir, vous pouvez directement filtrer dans ce qu'ils appellent la case atout, les produits qui sont demandés à être référencés dans les semestres à venir. Puis c'est accès public, non? Tout le monde peut y accéder, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, sur le site SAQ, B2B. La LCBio, je suppose aussi. LCB Doing Business. Okay. Ouais, Doing Business with the LCBio, c'est pareil. Là, Donc ça, c'est vraiment super sur ce marché parce que, en gros, c'est un marché qui est technique, mais qui est assez facile à suivre. Également, je trouve intéressant de mettre toujours une slide sur comment fonctionne, quel est l'état d'esprit global d'un Canadien lorsqu'il fait du business. Donc c'est des gens qui sont très structurés, qui s'attendent à ce que vous soyez préparés lorsque vous venez faire affaire avec eux. Donc en gros, ils veulent pas, alors, après tu me diras si je me trompe, mais ils veulent pas tout vous réexpliquer le process. Ils s'attendent à ce que vous ayez déjà des données, des connaissances sur le marché. C'est certainement pour ça que vous êtes ici d'ailleurs. Et alors les Canadiens, ça après on en avait un peu débattu ensemble, mais tu peux un peu plus peut-être nous détailler sur toi par exemple comment tu fais du business, peut-être avec tes confrères, comment est-ce que tu ressens qu'ils font du business, ça peut être intéressant pour les personnes bien sûr. ici présentes. Sur l'aspect, les Canadiens sont aussi donc très sollicités. Ils sont souvent les sommeliers sont pas forcément le temps de nous recevoir ou il faut que ça aille vite, il faut que ce soit très straight to the point là, ils aiment bien ne pas trop tourner autour du pot et s'il y a quelque chose à demander ou ils n'ont pas forcément le temps là de discuter des heures et des heures, donc il faut être assez factuel, être assez direct dans l'échange, en sachant qu'il y a ce côté où effectivement ils peuvent être un petit peu, dans l'évitement un peu du conflit, où ils veulent pas forcément dire non ou être désagréables ou bien méchants là, donc des fois ils vont pas forcément donner une réponse directe s'ils veulent pas, mais il faut un peu comprendre qu'effectivement s'ils donnent pas suite ou si c'est que souvent c'est non, donc il y a c'est du ghosting. C'est un peu il y a ce côté un peu là, un peu qui peut être un peu des fois embêtant. C'est pas des et Hollandais, frustrant. ils vous disent non, c'est très c'est clair. ça. Okay.
D'accord. Au niveau des... Ce qui peut être intéressant par rapport à vous aider un petit peu comment sur le marché canadien, ça va être pour nous ce qui nous aide, les sites internet, ça c'est quelque chose voilà, qui nous aide beaucoup, un site internet à jour, des fiches techniques en anglais. Nous aide beaucoup également. Voilà, encore une fois, tout le monde est très pris, n'a pas forcément le temps de s'appeler pour dire voilà tel vin et tel assemblage, tel élevage, etc. Avoir tout ça en fiche technique qu'on peut nous communiquer à nos sommeliers parce que souvent ils le demandent forcément. Ça nous aide énormément. Des sortes de kits, quoi. Ouais, c'est ça, quelque chose de prêt, comme tu dis, être prêt à exporter quoi, sur ce marché-là. Et puis ça fait partie un petit peu des outils qui nous sont très utiles et que nos clients nous demandent. Et puis regarde les sites internet, voilà, bien présentés, assez complets, à jour. Voilà, c'est des choses qui vont beaucoup aider. Ouais, c'est un peu ce qui ressort, c'est qu'ils sont assez formatés finalement par les processus d'achat. Donc c'est vraiment un marché voilà, qui est technique, il faut connaître comment le déroulement, la chaîne de valeur. Et dès lors que vous connaissez ça, vous êtes prêt à pouvoir proposer une offre qui correspondrait donc aux appels d'offres qui sont émis. Donc tous les 2 mois, c'est ça Donc c'est tous les 2 mois, ils envoient la liste alors c'est des vins partout dans le monde, en Ontario, hein, c'est la France, là par exemple, ils ont communiqué jusqu'au 1er avril, on a 3 régions françaises, et après il y a de l'italien, il y a Afrique du Sud, il y a Argentine, ils achètent des vins de partout dans le monde là, donc... mais tous les 2 mois, ils envoient la liste des 2 prochains mois, disons. Donc, à l'époque, ils le faisaient 2 fois par an, tous les 6 mois. Ils s'apercevaient, je pense qu'il y a beaucoup d'agents qui envoyaient un peu des mass mailing à beaucoup de producteurs, et puis en disant, voilà, on a la visibilité sur les 6 prochains mois. Donc on sait les catégories qui vont sortir, on sait les régions qui vont être demandées. Beaucoup d'agents avaient des profils, beaucoup de mails de gens, de producteurs, un peu sur telle région, telle région, telle région. Et puis ils essayaient un peu de faire un maximum de soumissions pour maximiser leurs chances de passer avec les appels d'offres. Et puis je pense que ça leur permet aussi d'être un peu plus proche de ce que demande le consommateur en ayant cette adaptabilité et cette faculté à être plus réactif sur voilà, s'il y a des changements de tendance, des choses comme ça tous les 2 mois. Ça permet quand même de référencer voilà, de nouvelles régions plus rapidement. Merci. Nous, alors je pense qu'on en a fini. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part. Voilà, encore madame. Mais c'est super, vous posez des questions. Ça n'arrive pas souvent. Alors, peut-être que je vais poser une question à laquelle vous avez déjà répondu au début, parce que je m'excuse, je ne suis pas arrivée à l'heure. Ce que je viens de comprendre en analyse concrète, c'est que c'est un pays qui a déjà tout, j'allais dire. Enfin, tout. Oui. En tout cas, en termes d'offres, oui. Voilà, oui, bien sûr, pardon, je n'ai pas employé le terme d'offre. Ma question est la suivante. Quand on est un petit domaine d'une appellation méconnue, mais qu'on fait des vins tendance, qu'on a un packaging tendance, et on fait comment pour décrocher l'agent qui pourrait nous aider ? Parce que je ne m'appelle pas Bordeaux, je ne m'appelle pas Bourgogne, et je crois quand même dans mes vins. Et j'ai les moyens de... Voilà, c'est juste ma question. Non, je pense qu'après, c'est trouver le bon agent. Il faut trouver la bonne personne, la taille d'agence, la structure d'agence qui va pouvoir relayer représenter le vin voilà, comme il faut. Il faut que ça... Voilà, si ça... ça correspond pas au marché. Voilà, sur la partie appel d'offres, on sait un petit peu les caractères, les facteurs de décision. Si ça fonctionne pas sur ça, il faut trouver une agence effectivement peut-être plus spécialisée sur la restauration, sur l'importation privée, sur des volumes peut-être moins importants. Et puis ensuite, effectivement, arriver, c'est beaucoup sur des salons comme ça, sur un petit peu par le réseau, par des amis à vous, par exemple, qui peuvent exporter sur ces provinces-là. Si vous entendez des gens qui, effectivement, travaillent bien en Ontario, je connais cette agence, il est spécialisé sur tel style de vin, c'est beaucoup ça aussi, un petit peu ce côté réseau, et puis oui, salon aussi. Tout à fait, je te rejoins dans tout ce que tu viens de dire. Ça va être d'aller prospecter, de se faire une idée déjà de à quoi ressemble le marché, comment il est structuré, comment c'est distribué en magasin.
D'aller sur le terrain, ça vous permet aussi d'aller rencontrer des agents directs. Donc ça peut être via des salons, par exemple. Il y a Wine Paris qui arrive, donc pourquoi pas prendre l'opportunité aussi. Vous avez un nouvel outil formidable qui est en train de révolutionner notre monde et je pense de manière... ChatGPT va bientôt disparaître. Vous avez Gemini qui va le remplacer. Google, ça y est, a pris le pouvoir. Mais toutefois, en effet, l'intelligence artificielle, pour les vignerons, on en parlait tout à l'heure avec Valérie, c'est un outil formidable, quoi. Enfin, ça va vous permettre d'accélérer moi, j'appelle ça des contraintes commerciales pour les vignerons. En tout cas, ça va vous assister justement sur la recherche la recherche d'importateurs, sur les fiches techniques. Vous pouvez vous faire totalement assister. Enfin, c'est un outil qui fait gagner un temps pas possible, quoi. C'est vraiment incroyable comme outil. Vous allez avoir LinkedIn, bien sûr, qui est un réseau puissant. C'est tout bête, mais ici, vous pouvez trouver énormément de contacts sur ce domaine professionnel. Et après, moi, quand même, ce que je remarque et quand je discute, c'est que la présence, le fait de... Alors après, je ne sais pas si ça s'applique au marché canadien, mais en tout cas, sur les autres marchés, c'est de montrer qu'on est toujours dynamique, qu'on présente des offres. Et en fait, ça va vraiment être cette... pugnacité, cette ténacité en fait à présenter vos offres qui aujourd'hui fait la différence, quoi. Donc après, je sais pas si ça aide ce que je viens de partager, mais moi je remarque, voilà, j'ai divers amis qui travaillent donc sur les marchés export, ils me disent vraiment c'est le suivi quotidien, c'est le fait de ne pas se décourager, etc., qui fait aujourd'hui qu'ils arrivent à maintenir des marchés et à faire des ventes, quoi. Et en plus, le Canada, on l'a vu, là, il y a quand même des signaux qui sont en tout cas positifs aujourd'hui. Et le fait que les Américains décident d'énerver tout le monde, à un moment donné, c'est en leur défaveur et ça profite à d'autres. Donc, en tout cas, il y a des opportunités à saisir sur ce marché. Merci beaucoup. Le temps passe. Je suis un peu maître du temps, je suis désolée. Merci beaucoup Maxime et Jean-Baptiste pour ces très riches informations sur ces opportunités au Canada. Je vous invite, nous allons continuer la conférence suivante et nous partons maintenant en Corée du Sud. Merci bien.